Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette review du manga le plus absurde de tous les temps, j'ai nommé The Jojo Lands. Vous commencez à vous y habituer, les reviews sortent de plus en plus tard, mais je pense que vous me comprendrez au vu de la densité du chapitre. Et surtout, elle est longue. Araki n'y est pas allé de main morte, purée. Je suis peu actif sur YouTube en ce moment, mais ceux qui me suivent sur Twitter le savent. Je suis en train de cook une flopée de trucs plutôt sympas. Un peu de patience, ça tardera pas trop à arriver. Enfin, rien à signaler pour l'Ultra Jump, si ce n'est une couverture réunissant dessin et un chat, tout ce qu'il faut pour rendre un homme heureux donc. Le chapitre se nomme « L'événement absurde qui m'est arrivé ce jour-là », induisant un bon gros chapitre flashback, comme on n'en a pas eu depuis longtemps, pour mon plus grand plaisir. Voici la cover, plutôt oubliable à mon humble avis. La compo est plutôt rigolote, et raccord avec les événements du chapitre, mais rien de transcendant. Et la pose de Jodio, j'en peux plus, Araki, merde! Bref, le chapitre était dense, on a du pain sur la planche, genre énormément, alors ne traînons pas plus. Bon, qu'est-ce qu'il s'est passé cette année-là? Ça doit juste être absurde, comme le nom du chapitre le dit, non? Certainement pas un truc absolument terrible pour un des flashbacks les plus violents de JoJo's Bizarre Adventure, non? Non? Bon, avec ce genre de chapitre, c'est très facile de tomber dans le descriptif. Tout est en effet très chronologique, bourré de textes et d'événements. Je vais tout de même procéder chronologiquement, et revenir sur chacun des éléments importants point par point, sans les expliquer intégralement, sinon on en a pour trop longtemps. Accrochez-vous, ça va être hyper dense, et hyper freestyle comme rarement dans une review. Le chapitre s'ouvre alors qu'un narrateur pour l'instant inconnu introduit le fait que son duo a pris conscience de l'existence des stands lors d'un jour en particulier, qu'il va ici décrire. Ce duo, on va vite s'en douter, c'est Dragona et Jodio. Je pensais qu'on suivait Jodio au début, pendant la scène du volet. En mode, il avait les cheveux noirs à sa naissance, comme Giorno et tout. Mais quand je l'ai vu arriver pour sauver son frère, avec exactement la même gueule et exactement le même drip que maintenant, ça c'est inédit, un Jojo qui a les mêmes vêtements même quand il a 10 ans d'ailleurs, et j'ai capté que c'était pas exactement le cas. Parce que ouais, ce à quoi on assiste là, c'est un harcèlement d'une violence assez inhumaine envers Dragona. Au début on capte pas trop pourquoi, si ce n'est que la principale accusée est une grosse pute qui pète un plomb pour un simple ballon dont la trajectoire est pas optimale. Mais on va vite se rendre compte que ça a un rapport avec le genre de Dragona. Et là on va rentrer dans un sujet un peu complexe. J'avais dit dans la première review que Dragona n'était en quelque sorte que l'aboutissement du travail de représentation androgyne d'Araki, choisissant pour ce personnage de ne pas le faire rentrer dans un genre en particulier. J'avais aussi dit que c'était une référence au Mahou de l'île de Hawaï, des hommes se travestissant en femmes, ayant un rôle spirituel dans la culture du pays. Et dans les faits, oui, connaissant l'érudition de l'auteur, Dragona est très sûrement une allusion à ça. Mais avec ce chapitre, il s'avère que ce n'est pas qu'un ressort esthétique. Araki souhaite définitivement traiter, avec le personnage de Dragona, de la transidentité. C'est un sujet que je ne maîtrise absolument pas, je vais donc en parler avec mes termes, n'hésitez pas à me corriger ou à apporter des précisions en commentaire. Bon, Dragona a en effet une apparence androgyne depuis son plus jeune âge. Je sais, c'est difficile à concevoir dans un manga comme Jojo, mais il faut se dire que ça, dans le cas présent, c'est plus androgyne que la normale pour Araki. D'ailleurs, Dragona, il s'appelait Dragomi à la naissance, que j'appellerai donc comme ça lors de l'analyse de ce flashback. Dragona est alors sûrement un prénom à la consonance plus féminine, qu'il a adopté en se faisant greffer de la graisse au niveau de la poitrine, en faisant sa transition donc. Ceci dit, pour une raison ou une autre, peut-être qu'il est attaché à ce rôle spirituel de grand frère et à cette relation avec Jodio, ce dernier continue de le genrer au masculin, ce que je continuerai donc aussi au cours de ces reviews. Enfin, Dragomi se faisait donc harceler à cause de cette apparence androgyne, par la meuf que je n'insulterai pas plus, sous peine de définitivement perdre ma monétisation, déjà que le chapitre m'aide pas trop. Cette meuf, un gars du bus l'expliquera, c'est l'archétype de la petite gosse de riche avec du pouvoir qui entraîne tout le monde. Ses parents financent en effet l'école, ce qui lui assure un statut spécial. Encore un autre exemple de la corruption de Hawaï omniprésente dans The Jojo Lands, dépeignant évidemment une réalité. On va donc avoir affaire à une scène d'attouchement absolument horrible, que je vais m'abstenir de décrire en détail pour le bien commun. Disons simplement que... ouais, tu t'es dépassé, Araki. Alors même que t'es loin d'être à ton coup d'essai. Cette agression est purement transphobe, avec la volonté de vérifier si Dragona possède bien une bite, et cette envie de lui dessiner un soutif en le marquant à même la peau. La discussion qu'auront Jodio et Dragomi, une fois ce dernier sauvé de manière aussi gang que badass, sera d'une justesse folle. Dragomi dira en effet qu'après tout, ce n'est pas du harcèlement, c'est que des petites blagues, que ça va, c'est rien.
alors même qu'il n'endort pas la nuit et souffre à cause de ses blessures. Cette scène traite du harcèlement et de la transidentité de manière plus habile et intelligente que tellement d'œuvres, c'est effarant. Oui, c'est triste, profondément triste, et c'est bien ce qui va définir ce chapitre. Mais c'est tristement réel, et mènera malgré tout à une fin heureuse pour Dragona, qui depuis sa transition, a l'air d'être plus heureux que jamais. Mais malgré la dureté de cette scène et les événements qui s'y passent, la narration à la Araki rend la chose plus acceptable à lire. Alors ouais, ça reste terrible, hein, et c'est très loin d'être désamorcé ou dédramatisé. Simplement, disons que la tournure des événements aide à éviter la scène d'être imbuvable malgré ce qui s'y passe. L'arrivée de Jodio, l'absurdité de la situation avec le fait que c'est un petit gosse ultra drip qui va défoncer une lycéenne à coups de gouttes d'eau, les vannes du type « qu'est-ce que fout un gosse dans le bus ?» Tout ça, ça fait un peu nous détendre. Ça allège un peu le ton, pour éviter au manga de passer dans un autre registre. En fait, je trouve l'équilibre entre événements terribles, scènes d'action et vannes absolument parfait. C'est si bien dosé que jamais on ne se dira ni que la situation est dépeinte de manière trop violente, ni que c'est trop léger et tourné en ridicule. Non, c'est juste parfait. Une œuvre n'a pas besoin d'avoir un ton terriblement dur et sombre pour parler de sujets sensibles et difficiles. Et c'est à mon humble avis, l'une des plus grosses forces de Jojo. C'est en effet très loin d'être le seul exemple. Araki pourrait traiter de n'importe quoi qu'on ne serait pas traumatisé à la lecture, mais que ce qu'il raconte, aussi dur ce soit, nous parviendrait quand même en pleine face. L'homme excelle donc toujours dans ce domaine, et qu'est-ce que ça fait du bien! La justesse du traitement de cette thématique transpirera aussi de par les réactions des deux frères. Jodio, lui, va sombrer dans une profonde haine, dans une envie de venger son frère et de faire sa justice. Il va en effet finir par brûler le bus, et la manière dont cette séquence est amenée est juste géniale. 2 cases suffisent pour qu'on comprenne ce que ressent Jodio en entendant les gémissements de douleur de son frère sur le lit du dessous, puis on a droit à une ellipse montrant Jodio à côté du bus scolaire, alors que tout le monde y monte, sauf Dragomi, avec un focus sur l'autre conne, et évidemment à ce moment-là, on capte direct ce qui va se passer. J'émets un peu plus de réserve sur le découpage de la dite séquence, par contre. Je trouve qu'on comprend pas bien ce que fait Jodio exactement pour exploser le bus. Soit il mouille un peu partout pour créer un court-circuit au démarrage, soit il a cramé le moteur, soit il a alourdi le frein à main pour le désactiver et... bah je sais pas trop quoi. En fait ce que je pige pas trop, c'est ces cases montrant une chaussure renversée des bouteilles, qui arrive après l'explosion en elle-même. Voici ce que j'en ai déduit, et comment je comprends le truc, même si je suis sûr de rien, et que les physiciens des commentaires m'éclaireront sûrement. Jodio est monté dans le bus, ou tout du moins, dans une partie où des bouteilles d'essence sont stockées. Il en a renversé une, est sorti du bus, puis a fait pleuvoir un peu partout à l'intérieur de ce dernier pour créer de l'humidité, en particulier vers le poste de contrôle, qui a donc mené à un court-circuit, ayant fermé les portes et créé une étincelle. Étincelle qui s'est frayé un chemin jusqu'à la bouteille d'essence, faisant donc une réaction en chaîne menant à une explosion totale. Et ce pourquoi on montre le renversement de la bouteille entre le début des flammes et l'explosion, c'est pour qu'on capte comment on en est arrivé là, pour faire un petit effet wow, suivi d'un gros boom à la perspective bien badass, tandis que Jodio est posé sur son banc. Je comprends l'idée de la scène, mais je trouve ça malheureusement très peu clair. C'est très stylé, mais cette utilisation de stand à première vue giga ingénieuse aurait mérité un peu plus de clarté. En fait, ça manque carrément d'éléments de compréhension. On n'a pas vraiment de moyen de capter à qui appartiennent ces chaussures, dans le sens où ni celles de Jodio, ni celles du chauffeur sont dessinées ailleurs avec des lacets, ni comment lier la goutte sur le frein à main à quoi que ce soit, et encore moins ce que contiennent réellement ces bouteilles. Donc tout ça ne reste que des supputations. Enfin, toujours est-il que la manière si détachée avec laquelle Jodio fait ça est carrément glaçante. Le regard vide et désintéressé, sa petite boisson. On reconnaît bien là notre Jodio antipathique et psychopathe sur les bords, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Il s'attardera sur un oiseau manifestement piégé dans le bus, et j'ai du mal à faire sens de cette scène, la faute à un découpage plutôt étrange. Je pense que Jodio a fait en sorte de sauver l'oiseau de ce bourbier en faisant pleuvoir de nombreuses gouttes d'eau depuis le toit, afin d'éteindre l'incendie. Comme le montre subtilement cette planche, avec ce qu'on devine aisément être les pattes de November Rain, et ce fluide qui semble être de la fumée de feu qui s'éteint. Ainsi, voyant l'oiseau, il aurait décidé de le sauver lui,
et au passage, de sauver tous les autres élèves avant qu'ils ne meurent carrément. Je pense qu'il aurait pu aller jusqu'ici, mais qu'en quelque sorte, cette vision de l'oiseau l'a ramené à la réalité et l'a fait rester mesurée. Ce sera corroboré par les dires de Barbara Ann, qui dira que les 20 personnes du bus sont parties à l'hôpital pour des brûlures, et donc qu'elles ne sont pas mortes. On enchaîne avec une petite discussion entre les deux frères, même si plutôt unilatérale, qui est elle aussi incroyablement juste, et qui résume à elle toute seule leur relation. Dragomi sait que c'est Jodio qui a fait péter le bus, lui dit que c'est un taré qui devrait aller à l'hôpital, mais qu'il a grâce à lui bien dormi, qu'il est la véritable lumière qui a empêché son cœur de mourir et son âme de se briser avant qu'il ne soit trop tard. Il deviendra fort pour lui, son frère qu'il remercie du fond du cœur. Ce secret restera entre eux à jamais. Qu'est-ce que c'est fort, purée! Cette relation est véritablement exceptionnelle. Et purée, ces expressions faciales si douces, la manière dont le visage de Dragomi rempli de trame contraste avec la blancheur pure et le trait léger avec lequel est dessiné Jodio, pour représenter son statut de sauveur, c'est absolument merveilleux. Sur ce qu'elle raconte et comment elles le font passer de par le dessin, ces cases sont fantastiques. Dragomi utilisera Smooth Operators pour retirer la cicatrice de sa poitrine et la déplacer sur la cuillère. Une utilisation de stand déjà vue, mais qui amènera un truc intéressant. Cette case, dans laquelle j'ai bien l'impression que c'est Dragomi qui a choisi le nom des deux stands de la fratrie. En dehors de la symbolique forte, pour cette relation qu'il est tout autant, ce qu'on peut en déduire par rapport à l'origine de ces stands, c'est qu'ils les ont depuis leur naissance, sûrement de manière héréditaire. Mais ils n'en ont pris conscience que ce jour-là, naturellement, respectivement en voulant sauver son frère pour Jodio, et en voulant garder la tête haute, devenir fort, et garder ce secret entre frères pour Dragomi, en se séparant donc concrètement et symboliquement des traces de l'agression. Et c'est ultra intéressant, ce que ça raconte quant à l'obtention des stands dans cette partie. Ça a toujours été le gros élément nébuleux, surtout avec les premiers chapitres, qui avaient l'air d'énoncer des règles inédites. Ils sont omniprésents, mais ceux qui ne peuvent pas les voir ne les regarderont jamais. Ces fameuses phrases hyper énigmatiques du fameux certain mangaka et de Jodio. Imaginons qu'ici, à Hawaï, tout le monde naisse avec le potentiel d'un stand, mais que seuls ceux qui font preuve de détermination, d'humanité, et de volonté globale d'aller à l'encontre et de se battre contre ces événements terribles de la vie, appelés des absurdités par Dragona, parviendront à se rendre compte de leur stand et à l'utiliser naturellement. Ceux qui voient, donc, à l'inverse de ceux qui se laissent engranger dans le flot de corruption absurde de Hawaï, sans s'en rendre compte, ni être maîtres de leur destin, sans voir donc. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez mieux. Le papa de Jodio et Dragomi, embarqué dans un flot terrible d'événements absurdes, n'a jamais trouvé la force de voir, de se rebeller contre tout ça, et a donc sombré, fui, sans jamais voir son potentiel stand être réveillé. Dragomi et Jodio, eux, par la force de leur lien fraternel fort, ont réussi à développer et maîtriser leur stand. Vous voyez? Ça ferait sens, non? Quant à la raison de pourquoi tout le monde naît avec ce potentiel ici à Hawaï, soit il y a une paume du diable généralisée qui s'est développée ici pour une raison ou une autre, soit Araki a tout simplement décidé de changer ses règles dans cette partie, ce qui ne serait pas totalement surprenant non plus. On va ensuite voir dans le flashback un flot d'événements aussi terribles qu'absurdes, qui façonneront nos deux frères. Leur père se fera virer de la compagnie d'assurance dans laquelle il travaillait, à cause du bus qui a pris feu. La faute a en effet été rejetée sur ce dernier, pour avoir approuvé le paiement des indemnités, et non sur le montant trop élevé de ces dernières, ou sur le chauffeur fiévreux à ce moment-là. Il sera alors contraint de quitter Hawaï, Barbara Ann se retrouvera donc à galérer seule, attirant les gangs à elle de par sa situation instable, propice à des arnaques en tout genre et autres menaces de viol. C'est d'ailleurs absolument terrible. Elle me fait une peine pas possible, surtout dans cette case où son regard et son « je ferai de mon mieux » m'attristent autant, si ce n'est encore plus que la réplique similaire que Jodio avait sortie dans le chapitre 2. Jodio et Dragomi seront alors recueillis par Meryl Meiki, et on comprend ainsi la description de Barbara Ann, faite dans le chapitre 1. Elle est protégée et respectée par tout le quartier, et ce, sûrement grâce à Meryl May, qui lui a offert une protection en échange du travail de nos deux frères. Ok, c'est génial, ça raccroche les wagons de manière intelligente, mais il y a énormément de choses à analyser quant à tout ça. Pour ce faire, attardons-nous quelques instants sur le discours de Dragomi, et sur le concept d'absurdité. Il dira que tous ces événements absurdes ne sont pas du fait du bien ou du mal, ni de l'environnement dans lequel il est né. Personne n'est maître de ça.
Peu importe nos origines sociales ou notre vécu, des absurdités peuvent s'abattre sur nous. Tout ce qui se passe dans ce flashback, Dragomi en parle avec une approche très détachée, avec beaucoup de recul et sans se poser de questions. Chacun de ces événements est une façon pour lui de grandir, de devenir plus fort. Il ne cherche pas à comprendre la raison de leur provenance, il se dit que c'est comme ça, personne n'en est responsable, c'est juste absurde, littéralement. En prenant la chose comme ça, il n'a donc aucune raison d'en vouloir à qui que ce soit, et la seule chose à faire, c'est donc de tanker et de s'en servir pour devenir plus fort. Ce mode de pensée est aussi triste que fascinant. Car malgré tout, en suivant ses principes, Dragomi arrive véritablement à devenir plus fort. Il trouve une solution pour chacun de ces événements. Il est moqué, harcelé et agressé pour son apparence androgyne. Très bien. Il va aller au bout de la chose et effectuer une transition pour faire en sorte que plus personne ne le prenne pour un homme. Sa mère se retrouve sans le sou, seule, à la merci des gangs. Très bien. Il va embrasser ce mode de fonctionnement et lui-même rejoindre une organisation mafieuse, en l'occurrence celle de Meryl Makey, pour jouer avec les mêmes règles que tout le monde. Jodio, lui, c'est différent. Il suit son frère dans tout ça, dans toutes ses décisions, mais au fond, ça le ronge, ça le bouffe. Il n'accepte pas ces événements. Il trouve ça profondément injuste, ne pardonne pas, se pose des questions quant au pourquoi du comment. Évidemment, il gamberge, se dit sûrement que c'est de sa faute si son père a été viré et qu'on en est arrivé là, car c'est lui qui a cramé le bus. Mais Dragomi ne cesse de lui répéter que non, c'est juste absurde. Manifestement, en grandissant, Jodio a l'air de finir par accepter ça, d'accepter ces événements absurdes pour rebondir dessus lui aussi, et continuer à suivre ce qu'il appelle son mécanisme, deux notions qui sont inévitablement liées. Il se servira de tout ça, de ces événements absurdes, pour devenir riche, car il les comprend, en être détaché, et voit juste ça comme des tremplins lui permettant d'atteindre un objectif qu'il s'est fixé, un objectif qui, selon moi, sert d'occupation à son esprit pour éviter de trop réfléchir à tout ça. Pour autant, et c'est la différence avec son frère, Jodio n'est pas heureux. On l'a bien vu dans le chapitre 2. Au fond de lui, ça le débecte toujours. Et s'il est sans aucun doute né avec ses troubles du comportement, confirmés par la scène du bus, il va sans dire que ce passé terrible n'a pas arrangé la chose. Ainsi, ce flashback permet de comprendre de manière beaucoup plus poussée le mental de Jodio. Définitivement, ce qui l'a toujours empêché, et continue de l'empêcher de devenir un psychopathe dangereux, c'est son frère. Il l'admire sincèrement, et c'est réciproque. Je pense que ça s'est plutôt compris, je trouve ce flashback absolument merveilleux. Il rejoint sans aucun doute le top des plus grands flashbacks de Jojo, aux côtés de ceux de Diavolo, Pucci, pas mal de points communs inquiétants avec celui-ci d'ailleurs, et Josuke 8. En fait, il est absolument brillant sur tous les points. Sa mise en scène est exceptionnelle. Bien qu'imparfaite à certains moments dans la scène du bus, elle est remplie de magnifiques cases et de découpages évocateurs. Il raccroche terriblement bien les wagons avec le présent, en explicitant très intelligemment les concepts introduits au début du manga, et ce, de manière très subtile et indirecte. Il est parfaitement intégré au récit, de par cette transition utilisant l'arrivée de Meryl Makey en tant que sauveuse, pour revenir sur elle dans le présent. Et surtout, j'en ai déjà rapidement parlé tout à l'heure, le plus fort, c'est le ton. En fait, ce qu'il se passe, c'est absolument terrible, on est d'accord. Mais comme dit, Araki fera en sorte, déjà que ce soit ni traumatisant ni désamorcé, et surtout, ni moralisateur ni infantilisant. Ce qui est très rare quand on traite de ce genre de sujet. Mais les messages passent encore mieux comme ça. Sérieusement, le mode de pensée de Dragomi, ses dires dans ce chapitre, sont terriblement tristes. Mais à la fois, cette idée d'accepter ça comme des absurdités et de passer au-dessus, aussi triste ce soit, c'est un concept terriblement jojoesque. On retrouve en effet carrément là l'héritage de concepts comme le destin de Golden Wind ou encore la calamité de Jojo Lion. Transformer des événements terribles en une sorte de fatalité auquel nos héros se résignent dans un premier temps pour en faire finalement leur force, ce qui passe ici évidemment par la prise de conscience de leur stand, c'est toujours un ressort scénaristique que j'aime de tout mon cœur, qui se paye le luxe d'être en plus carrément différent à chaque partie. Alors ouais, je ne sais pas où tous ces développements iront, et je ne sais pas comment Jodio ni Dragona évolueront. J'avais déjà théorisé là-dessus dans la review du chapitre 2, et je pense pas que le fond ait véritablement changé. Mais en tout cas, il y a un boulevard de possibilités absolument incroyable à exploiter. Et Araki a l'air d'être carrément déter pour le faire. Je suis en tout cas terriblement hypé à l'idée de découvrir tout ça.
Jodio est définitivement un personnage qui me fascine de bout en bout, et son écriture continue d'être merveilleuse. Il en va de même pour Dragona. L'un ne marche véritablement pas sans l'autre, et leur dynamique est aussi inédite que délicieuse. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir une relation fraternelle être dépeinte dans Jojo, et surtout, d'une manière aussi poussée, fraîche et couillue. Ce flashback était vraiment, et ça je l'ai pas utilisé depuis le chapitre 99 de Jojo Lion, un coup de maître de la part d'Araki. De la très grande écriture d'une maîtrise phénoménale, pour un des moments les plus forts du manga. Bon, on va terminer cette review en douceur, en sortant des grosses analyses de thématiques et de personnages complexes, pour revenir à un présent plus clair, joyeux et hypant. Déjà, cette habile transition vers le présent de par Merin Meiki, véritable sauveuse de nos frères, commence à me faire douter sur ces fameuses théories de la traîtresse. C'est pas impossible, ça pourrait être une autre de ces absurdités absolument tragiques, à laquelle sont sûrement préparés le duo, mais pour l'instant, je préfère m'accrocher à ce que je vois. C'est une personne de confiance, salvatrice à l'époque, et qui tient définitivement ses engagements. Certes, elle pousse des enfants à commettre des crimes, mais que voulez-vous, c'est absurde, et c'est Hawaii qui veut ça. Et comme Yakuza nous l'a appris, il arrive souvent que rejoindre le crime organisé soit la seule solution quand notre vie paraît perdue. Mais il y a des bons chefs Yakuza, regardez Kazama, Arakawa, ils sont sympas. Et puis regardez, elle est rigolote avec son on coupe, on coupe, on coupe. Ça peut pas être une mauvaise personne. Bref. Charming Man se retrouve donc en face de Merin Meiki comme prévu. L'occasion pour ce dernier de s'expliquer directement en face d'elle, et pour nous d'avoir plus d'infos. Comme le rabâche Paco, elle peut lui faire confiance parce que... Oh, il est nul au couteau, c'est donc forcément un bon gars. La manière dont il force avec son théorème à la con me fume la gueule. Enfin. Comme je l'avançais le mois dernier, il est donc bien confirmé que Rohan a trouvé le rocher par hasard alors qu'il randonnait. Puis qu'il s'est soudainement pris de passion pour ce dernier, sûrement car il y a vu un potentiel fou pour ses histoires. Il n'était que de passage, sûrement en vacances lors de sa découverte. Et c'est donc à ce moment-là qu'il a acheté une villa, puis ramené des objets de valeur du Japon pour s'installer à Hawaï et y mener des recherches plus approfondies. C'est le genre de pulsion irréaliste totalement rohanesque, j'adore. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'il a fait le lien entre le rocher et les objets coûteux? Comment est-ce qu'il s'est rendu compte des propriétés étranges du rocher? Genre, il faisait sa randonnée tranquille, tout à coup un phénomène bizarre apparaît avec un morceau de rocher, genre, je sais pas, il en a touché un par hasard et un de ses billets a volé de sa poche. Du coup, ça l'intrigue, il s'installe à Hawaï, retourne au volcan, disperse des billets par terre pour attirer des morceaux de rocher, et revient fréquemment pour voir le fruit de ses récoltes, ce qu'on a vu dans le chapitre précédent donc. Si c'est pas ça et qu'il a fait le lien direct avec les objets de valeur, c'est un putain de génie en tout cas. Une autre question, plus sérieuse, sera remise sur la table lors de ses explications. Charming Man viendra bel et bien confirmer que Rohan n'a trouvé que 2 rochers de lave fonctionnels. Même si là il en reste qu'un, hein, ouais, cachez-vous bien. Ce qui me rassure quant au fait qu'Araki n'a pas oublié cet élément ultra important. Donc en gros, Rohan aurait ramené plein de rochers, sur lesquels il a fait des expériences dans son labo, mais seuls 2 d'entre eux avaient ces propriétés que l'on connaît bien. On n'a pas vraiment d'éléments de réponse quant au pourquoi du comment. J'espère que ce sera pas mis de côté, mais vu comment c'est parti, j'ai bon espoir. Petit à petit, les nouveaux enjeux se dessinent. Et il est temps de parler un peu antagoniste de la partie. Déjà, Charming Man confirmera que tout ce qu'il veut, c'est percer le secret de la lave pour comprendre ce qui est arrivé à son frère. Il confirme ma théorie de la dernière fois, en disant qu'il est certain que son frère est vivant, et cherche donc à enquêter sur ce dernier. Problème, dès qu'il essaye, un événement absurde l'en empêche. Évidemment, Jodio tiquera dessus, Dragona aussi, avec un regard sans équivoque, et ce que j'en ressors, moi, c'est que, ben ouais, Charming Man a aussi été victime des absurdités. Son flashback en est rempli, notamment avec le policier véreux, qui remet la faute sur lui, et refuse d'enquêter. Et l'homme en est toujours victime à l'heure actuelle, dès qu'il enquête, un obstacle social se dresse devant lui. Je ne pense pas qu'on a affaire là à quelque chose de surnaturel, d'intangible. L'absurdité représente simplement les règles, les lois, la corruption de ce monde, bref, toutes les injustices et tout ce qui est globalement absurde donc. En l'occurrence, oui, Charming Man cherche juste à retrouver son frère, mais des éléments tels que les lois, la police ou les gardes forestiers l'en empêchent, aussi bien directement qu'indirectement. Et dans les faits, c'est absurde, oui. Il ne cherche qu'à chercher son frère. Mais ce monde est mal fait, et The Jojo Lands raconte l'histoire de personnages qui se dressent contre cette absurdité, en l'utilisant directement
et en la retournant contre elle, en exploitant les failles de ce système. Et tout ça, ça fait partie du mécanisme. Je digresse un peu, excusez-moi, mais cette notion d'absurdité est tellement omniprésente et fascinante dans ce chapitre que je ne peux pas passer à côté dès que c'est mentionné. Enfin, là où je voulais en venir, c'est que tout ça, ça prouve bien que Charming Man est un indépendant qui a des motivations louables de mettre la main sur le rocher. Un indépendant qui agissait avec ses mignons petits chats domestiques, mais rien de plus. Mais c'est là où ça devient intéressant, car Charming Man va mentionner pour la première fois le nom d'une société, Howler. Une société à qui appartient le terrain du rocher de lave. Appartenance qui représente en quelque sorte une des absurdités. Dans le sens où c'est pas parce que le terrain appartient à quelqu'un qu'un homme ayant perdu son frère sur ce dernier n'aurait pas le droit de le chercher. C'est absurde. Bref, Howler donc. Évidemment, une société qui possède un terrain aussi particulier ne le possède pas par hasard. On peut partir dans des dizaines de théories toutes plus farfelues les unes que les autres sur cette étrange organisation, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont un lien très important avec ces rochers. Qu'ils savent des choses, qu'ils souhaitent en avoir le monopole, mais en tout cas qu'ils souhaitent en obtenir, pour servir un but inconnu, mais très sûrement à grande échelle. Vous l'avez compris, et pour le coup je vais pas vous sortir un truc inédit, tout le monde s'est dit la même chose à ce moment du chapitre, mais oui, je pense qu'on l'a, notre organisation ennemie elle a passionné. En plus, The Howler, c'est une chanson de King Crimson. Et ça y est, on entre dans le vif du sujet, dans les véritables enjeux de la partie. Car en effet, il y aura une montée en puissance absolument exponentielle dans les enjeux, en l'espace de seulement 5 pages de fin de chapitre. Meryl connaît Howler, est convaincu par le concept de la lave, et va donc tout simplement annoncer à nos héros que leur prochain but est de complètement détruire l'organisation, prendre toute la montagne et empocher 50 milliards de dollars. Rien que ça. Comme ça, direct. Et ça a pas l'air de choquer nos héros. Ils ont même l'air carrément chauds. Ah ouais, quand même. Pareil, on peut y aller en théorie. Pourquoi un soudain attrait de la part de Meryl? Elle connaît Howler, a un passé avec l'organisation, et se sert donc de nos héros pour régler ses comptes avec? Cette notion de droit avec la lave. On peut raccrocher ça au mécanisme et à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'absurdité. Genre, ce rocher ce serait un moyen de passer au-delà de l'absurdité de ce monde, en modifiant ses règles, notamment quant à son système de flux monétaire. On pourrait. Mais je pense que tout le monde a déjà eu sa dose pour aujourd'hui. Alors je vais me contenter de dire que ce cliffhanger est absolument exceptionnel. Ma hype n'a jamais été aussi haute pour The Jojo Lands. Ces 2 chapitres de transition étaient vraiment géniaux. Ces flashbacks et ces immenses développements ont fait un bien fou. On entre dans un énorme truc, au nombre de développements inquantifiables, tellement il y a de possibilités et de trucs qui me font rêver. J'ai trop hâte, purée. Mais pour l'instant, je vais enfin conclure sur ce chapitre. Que dire si ce n'est que c'était exceptionnel. The Jojo Lands, ça l'est à chaque fois, je le dis chaque mois. Par sa narration, son découpage, ses utilisations de stands, ses personnages, son aura de mystère, sa fraîcheur, cette partie est incroyable. Mais là, de la même manière que dans les 2 premiers chapitres, j'ai ressenti ce frisson indescriptible d'une grande histoire. Le frisson Jojo. Tout est absolument criant de justesse et de maîtrise narrative dans ce flashback. Les expressions faciales pleines de sens et d'émotion, le retour du Jojo Lands cru des premiers chapitres qui sert un véritable propos, le tout avec un ton que seul Araki maîtrise, permettant de traiter de sujets difficiles comme le harcèlement et la transidentité d'une manière plus juste et impactante que 90% des œuvres. Sujets qui sont de véritables moteurs pour des concepts en toile de fond absolument fascinants, et des personnages qui le sont tout autant. Et puis le génial raccordement à la séquence finale, riche en développement, pleine d'humour, et qui surtout fait basculer le manga dans un truc d'une toute autre ampleur. Non, c'était du grand art, tout simplement. Il y a bien quelques petits problèmes dans ce chapitre, d'ordre du dessin. Genre le découpage sur la scène du bus dont j'ai parlé, et la manière toujours aussi ridicule qu'a Araki de dessiner ses personnages enfants. Mais pour le coup, ça c'est plus rigolo qu'autre chose. Au global, le dessin reste quand même fantastique, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées au cours de cette review. J'espère que derrière votre écran, vous êtes tout autant en extase que moi. Je suis parfois un peu attristé de voir que The Jojo Lands n'a pas la hype que j'en attends. Mais je suis sûr que ce genre de chapitre peut faire pencher la balance. Et ça me ferait tellement plaisir. Car il s'agit d'une partie absolument fantastique. J'oserais même dire qu'Araki continue d'être au sommet de son art. C'est vraiment du caviar absolument savoureux qu'il nous sert depuis un an. Alors merci.
et je n'ai qu'une hâte, suivre la suite de ces aventures avec vous. Vive the Jojo Lands! Et bien voilà, cette review est désormais terminée. Enfin, c'était très long à faire, mais comme vous le savez depuis maintenant quelques temps, je le fais dans des meilleures conditions, voilà, je me suis laissé plus de temps, je me suis bien posé comme il fallait, ce qui a fait que j'ai travaillé sur cette review dans des bonnes conditions en étant détendu, et c'est tout ce qui compte, je suis au final très content du résultat. J'espère que cette review longue vous aura plu, c'est vraiment la plus longue de toutes les reviews depuis le début que je fais des reviews sur Jojo Lion, en dehors donc des fameuses reviews finales qui elles sont inévitablement plus longues, mais c'est normal. Ce sera pas comme ça à chaque chapitre, bien sûr, celui-là était spécial, parce que voilà, il y a le flashback de Joe Dio Dragona qui est très important, il y a un changement de cap dans les enjeux, vraiment le gros de la partie commence maintenant, et donc ça me paraissait important de prendre bien le temps de s'attarder dessus comme il faut. J'ai teasé pas mal de trucs sur lesquels je suis en train de travailler dans l'intro, et en effet, je vous le confirme, je fais pas mal de choses, j'ai pas mal de temps en ce moment pour bosser tranquillement. Voilà, ça prendra encore quelques temps, mais il y a plein de super trucs qui sont prévus dans les mois à venir. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça, mais j'aurai le temps d'en parler plus tard, en temps et en heure. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à la partager, c'est ultra important, à lâcher un petit commentaire pour me donner toutes vos théories, me dire ce que vous avez pensé du chapitre et bien sûr de la vidéo, c'est important. J'adore parler avec vous, vous le savez, et dans ce genre de chapitre aussi impactant, c'est encore plus important que d'habitude, j'ai envie de dire, ces commentaires. Donc voilà, merci à tous les donateurs qui s'affichent comme d'habitude, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à Araki de livrer un manga absolument exceptionnel à ce point. Amusez-vous bien sur FF7, sur Unicorn Overlord, sur Dragon's Dogma, j'en sais rien. Amusez-vous bien dans tous les cas, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas que Jojo, c'est quand même vachement bien, putain.